Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV à l'occasion de cet échange autour de la thématique de la fiscalité et du développement. À cette occasion, nous recevons Éric Romuald Dipop, chercheur sur les questions de fiscalité, de droit des sociétés, également inspecteur des régies financières et des impôts, donc un spécialiste de la question en l'occurrence. Éric Romuald Dipop, bonjour. Bonjour, monsieur Fabrice Amougou. Merci d'avoir honoré à l'invitation de Wafrika TV pour partager avec notre public vos expériences et votre expertise sur ces questions qui sont pour le moins pertinentes au sein de notre société. D'entrée de jeu, on parle de fiscalité, développement, très rapidement. Pouvez-nous clarifier à l'attention de notre public le sens des termes impôt, fiscalité et développement? Bien, pour faire rapide, déjà nous allons commencer avec la notion d'impôt qui trouve, n'est-ce pas, sa définition la plus usuelle chez le célèbre financier français Gaston Diaz, qui le définit comme une prestation pécuniaire requise des particuliers, personnes physiques, par voie d'autorité sans contrepartie directe en vue de la couverture des charges publiques. Mais voyez-vous, avec l'évolution du phénomène fiscal, du phénomène impôt, cette définition, à un moment donné, a présenté quelques limites. Limites dues au fait que, dans la première définition donnée par Gaston Diaz, il concevait, n'est-ce pas, le contribuable dans une dimension purement personne physique particulière. Or, l'impôt, la notion de contribuable sort de cette dimension quasi exclusive de la personne physique pour aller au-delà et embrasser, n'est-ce pas, les personnes morales, qui sont des personnes aujourd'hui les plus grands contributeurs sur le champ fiscal. Raison pour laquelle, pour compléter cette première définition, on admet avec Lucien Mel et Pierre Beltram, n'est-ce pas, qui pensent plutôt que l'impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques et morales, de droit public comme de droit privé, par voie d'autorité, sans contrepartie directe et à titre définitif en vue de la couverture des charges publiques. Vous allez donc observer qu'à partir de ces deux définitions, il y a comme une sorte d'extension de la notion de contribuable qui nous amène désormais à comprendre que tout le monde, personne morale ou personne physique, sont désormais assujettis au champ de l'impôt. Y compris les collectivités publiques? Bien évidemment, L'État paye évidemment. l'impôt? L'État également paye l'impôt. Raison pour laquelle il était important, n'est-ce pas, de faire déjà cette première précision et montrer les limites de la première définition qui avait été longtemps utilisée, celle de Gaston Diaz. Bien, la fiscalité, quant à elle, de manière très simple, c'est l'ensemble des lois et mesures visant à financer par l'impôt le budget d'un État. Donc, c'est cet ensemble-là, n'est-ce pas, c'est cette science-là qu'on va appeler, n'est-ce pas, la fiscalité. Et là encore, il faut, n'est-ce pas, pouvoir faire une distinction, parce que pour les puristes, on fait généralement une distinction entre le droit fiscal, la science fiscale et la pratique fiscale. Parce que chacune, n'est-ce pas, de ces sciences ou chacune de ces spécialités revendique, n'est-ce pas, un élément précis sur le champ global de la fiscalité. Vous avez, n'est-ce pas, tout à l'heure demandé quel serait donc le lien qu'on pourrait faire entre impôt, fiscalité et développement. Bien sûr, voyez-vous, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, l'impôt est, n'est-ce pas, l'élément fondamental qui lie le citoyen à l'État. Il n'existe pas d'État sans impôt et il n'existe d'impôt que dans le cadre d'un État. Parce que l'État, pour couvrir, n'est-ce pas, l'ensemble de ses charges, a besoin de ressources. Comment est-ce qu'il va donc financer, n'est-ce pas, ces programmes et ces projets de développement? Il faudrait bien que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte et, n'est-ce pas, mettre quelque chose dans la cagnotte pour pouvoir permettre à l'État d'atteindre ses objectifs et financer le budget. C'est donc comme ça que, d'une part, ces impôts collectés et payés par tous les citoyens permettent, n'est-ce pas, à l'État de réaliser ses politiques publiques de développement. Parce que sans ces impôts, qui en réalité constituent l'essentiel du budget, l'État ne pourrait pas mettre en œuvre ses politiques publiques de développement. Voilà, en quelque sorte, le lien que nous pouvons faire entre les trois notions que nous venons d'évoquer. Du coup, l'impôt a une fonction au-delà de l'aspect purement économique, Oui. Rentabilisation des caisses de l'État, financement d'un certain nombre de projets. Il a une portée sociale. Bien évidemment,
Bien évidemment, parce que du point de vue de la science juridique fiscale, l'impôt, la fiscalité remplit essentiellement 4 fonctions. Une fonction politique, une fonction économique, une fonction sociale, une fonction budgétaire, une fonction financière. La fonction politique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est le fondement même de l'État. Parce que l'État n'existe que parce que l'impôt existe. On n'imaginerait pas un État sans impôt. Et on n'imaginerait pas un impôt en dehors du cadre d'un État. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, l'impôt est un instrument de régulation, est un instrument de stabilité. Parce que, en fonction, n'est-ce pas, des ambitions que l'État se donne, l'État peut décider soit de relever les taux d'imposition dans tel ou tel secteur pour attirer les investisseurs, soit alors l'État peut utiliser, n'est-ce pas, également le levier fiscal pour décourager l'investissement dans certains aspects qui peuvent, n'est-ce pas, apparaître comme dangereux dans la vie d'une société. On peut, par exemple, dans un État, surimposer des activités, je vais prendre un cas comme ça, des activités de vente de drogue, parce que ce sont des activités dangereuses dans le cadre d'une société. Mais si on ne peut pas totalement les bannir dans le fonctionnement d'un État, on pourrait dans certains États, par exemple, les encadrer et les surimposer pour amener les gens à ne pas y verser en grande quantité. L'impôt comme instrument, n'est-ce pas, de régulation et de stabilité économique également, cela intervient également dans les différents jeux, selon que l'État voudrait, n'est-ce pas, que l'investissement se fasse beaucoup plus dans les ménages, soit au niveau de la consommation, ou au niveau de certains produits de première nécessité. Et il y aura un certain type d'encadrement juridique fiscal qui va se mettre en place pour le permettre. Sur le plan social, bien sûr, l'impôt joue un rôle de redistribution entre les classes faibles et les classes fortes. À ce niveau, vous allez observer, n'est-ce pas, avec généralement les règles de progressivité ou de proportionnelle qui sont mises en place dans le cadre d'un État, l'État, n'est-ce pas, utilise également l'impôt comme un instrument de redistribution. Il faut prendre chez les plus forts, puisque vous allez observer dans les grandes démocraties, au moment des campagnes électorales, il est souvent un débat très poignant sur le financement du budget de l'État. Comment est-ce que les candidats pensent pouvoir financer le budget de l'État? Parce qu'en réalité, de cette position-là dépendant, n'est-ce pas, la vision qu'ils ont de l'État, est-ce qu'il faudrait continuer à asphyxier davantage le petit citoyen ou le pauvre? Est-ce qu'il faudrait aller puiser chez les plus riches pour rééquilibrer dans leur excédent? Mais est-ce qu'il faudrait encore aller tellement puiser chez les plus riches pour les amener certainement dans le champ de l'informel et ne plus peut-être présenter toutes leurs richesses aux gens? Donc il y a un jeu d'équilibre qui doit être fait dans le cadre d'un État pour permettre, n'est-ce pas, que l'impôt ait un rôle social, que chacun au niveau d'un État puisse se retrouver dans le fonctionnement de l'impôt. Et bien sûr, le rôle budgétaire, le rôle financier, qui est celui que beaucoup de personnes perçoivent généralement, l'impôt comme source de financement du budget. Il faudrait, n'est-ce pas, comme on le fait en début de chaque année, mettre en place un acte de prévision budgétaire qui nous dit que au courant de cette année, il serait important pour que l'État procède au financement de ses charges publiques de recouvrer tel montant dans le cadre du budget de l'État. Et là, donc, ce sont les impôts, que ce soit les impôts de porte ou les impôts en interne, qui vont se mobiliser et se mettre en mouvement pour que ce budget-là puisse être réalisé. Mais c'est beaucoup plus cet aspect-là que le commun des citoyens a tendance généralement à voir et à mettre en avant. Là, on remarque justement que notre administration et l'administration fiscale, bien le système fiscal camerounais n'a pas fait exception, s'inspire généralement de la logique des anciennes puissances colonisatrices. Est-ce que le système fiscal en vigueur dans nos États africains, et au Cameroun en particulier, est adapté à nos réalités socio-anthropologiques? Bien, ce qu'il faut déjà dire de prime abord, c'est que le droit fiscal qui est appliqué dans nos États et la fiscalité de manière globale est d'essence française, oui, plus particulièrement au Cameroun, parce que vous allez observer l'ensemble des règles juridiques que nous appliquons dans ce domaine. Ici, tire, n'est-ce pas, ses origines dans ce qui se passe déjà de l'autre côté. Mais il est important quand même d'indiquer à ce niveau que
jusqu'à une période relativement récente, on a senti comme un gap énorme entre les règles juridiques et la réalité, les règles juridiques fiscales et la réalité économique. On avait généralement tendance à observer une sorte de césure entre la réalité économique et les règles juridiques et fiscales en place. Mais de manière progressive, n'est-ce pas, un effort a été fait depuis un certain nombre d'années par la nouvelle équipe managériale pour, n'est-ce pas, rapprocher l'impôt, la fiscalité des contribuables et des administrés. Raison pour laquelle, de plus en plus, dans nos administrations, on a une notion phare où on considère le contribuable comme un partenaire. Et puis, de plus en plus, il y a une donnée majeure qui, à un moment donné, n'était pas prise en compte dans la fiscalisation de nos structures économiques. Parce qu'il est important d'indiquer que l'ampleur du phénomène informel ou de l'économie parallèle dans nos économies est, n'est-ce pas, à un niveau très élevé. Or, jusqu'à une période relativement récente, nos règles fiscales n'appréhendaient pas et n'encadraient pas sérieusement cette activité informelle qui, faut-il le rappeler, a un apport énorme dans le PIB de notre pays. Or, en voulant, n'est-ce pas, coller notre système fiscal sur le modèle français, ce serait faire erreur parce que si d'un côté, l'économie du formel représente pratiquement 75 à 80% de l'économie globale, oui, dans nos États, c'est une situation inverse. L'économie du formel représente à peu près 25 à 30% de l'économie globale. Donc, il est important dans la mise en place de nos règles juridiques fiscales de prendre en compte, et ceci de manière très forte, le phénomène informel, qui est un phénomène majeur de notre économie, un phénomène qui est source de recettes énormes, mais qui, de notre point de vue aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de mailles à travers lesquelles, n'est-ce pas, les contributeurs de ce secteur réussissent, n'est-ce pas, à se glisser et à ne pas pouvoir contribuer efficacement. Concrètement, que faut-il faire? Concrètement, je crois que... Aller dans les marchés? Non, nous croyons que concrètement, un effort a déjà commencé à être fait dans ce domaine par l'administration fiscale camerounaise. Oui. Déjà, la mise en place d'un fichier national et puis à travers lequel certaines transactions économiques qui doivent se faire doivent pouvoir, de prime abord, pour les entreprises ou alors les opérateurs économiques qui voudraient faire les opérations d'un certain niveau, pouvoir se retrouver, n'est-ce pas, au niveau du fichier de la Direction générale des impôts. Fichier qui donne, n'est-ce pas, à chaque contribuable un numéro assimilable au numéro de la carte nationale d'identité à partir duquel on peut facilement mettre la main sur vous. Mais également, à partir de ce numéro, on peut vous suivre dans l'ensemble de vos activités et vous obliger, n'est-ce pas, à procéder au paiement. Mais à côté, n'est-ce pas, de cet élément qui est déjà un élément majeur, d'autres aspects, n'est-ce pas, qu'il serait important d'envisager sur le chemin de la fiscalisation de l'activité informelle, c'est de procéder à une segmentation. Parce que, voyez-vous, il y a l'informel de la survie. Donc, la petite maman dans un quartier qui fait ses beignets ou son poisson brisé, il y a l'informel de la survie. Oui. Mais par contre, il y a une économie de l'informel où les uns et les autres engrangent des ressources énormes. Donc, il est important, n'est-ce pas, de procéder à une segmentation de l'activité informelle pour pouvoir voir concrètement là où il faudrait, n'est-ce pas, exercer un peu plus... les prises fiscales. Oui. Si on met de côté l'informel de suivi, oui, attendons-nous sur l'informel permanent, oui, ou dans lequel de nombreux opérateurs engagent de nombreuses revenus. Oui. Est-ce que ce n'est pas de la faute de la trop grande pression fiscale, ou alors de la corruption qui fait que on paie des impôts, on ne voit pas le retour au sein de la société? Est-ce que ce n'est pas ce justificatif qui permet à cet informel permanent de survivre, de continuer à exister? Bien, moi de prime abord, je pourrais, n'est-ce pas, trouver 2 ou 3 explications à cela. Premier élément, il faut indiquer que si l'informel a tendance, n'est-ce pas, à grandir dans nos économies,
De mon point de vue, je pense déjà qu'il s'agit d'un phénomène politique. Phénomène politique parce qu'en réalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'impôt, pour être bien prélevé, doit mettre en avant deux déterminants. Le premier, c'est celui de la justice et de l'équité. Et le second est celui de l'utilisation à bon escient des ressources fiscales. Chaque fois qu'un usager, ou alors chaque fois que le citoyen a comme l'impression qu'il paye des impôts, mais pas de manière juste, mais pas de manière équitable, il va se rétracter et va chercher, n'est-ce pas, les circuits par lesquels il pourrait jongler l'impôt. Lorsque le citoyen se rend compte qu'en dépit du paiement juste et équitable de l'impôt qu'il fait, il ne voit pas le retour en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes de mise en place des conditions minimales socio-économiques, éducation, santé, route, qui peuvent permettre, n'est-ce pas, aux citoyens de s'assurer que l'impôt qu'ils payent est utilisé à bon escient, il va se rétracter et ne trouvera plus la nécessité de payer l'impôt. Donc ça, c'est un premier élément qui peut amener, n'est-ce pas, les gens à se lancer dans le phénomène informel pour contourner l'impôt. Mais également, il y a, n'est-ce pas, une explication que je pourrais appeler une explication d'ordre technique. L'impôt, les gens n'est-ce pas, le perçoivent d'une certaine manière. Si vous observez dans notre environnement, on perçoit toujours l'inspecteur des impôts comme celui qui a beaucoup d'argent. Alors, à un moment donné, on dit, pourquoi Allah a encore donné? Oui. Pourquoi Allah encore mettre? Parce que on ajoute de l'argent sur l'argent. Aller ajouter l'argent sur l'argent. À un moment donné, on s'est dit, on a comme l'impression qu'on part plutôt financer, n'est-ce pas, l'enrichissement d'une classe précise. Et là encore, ça crée des blocages. L'autre blocage également, toujours sur le terrain technique, c'est, n'est-ce pas, la complexité même de l'impôt. Et puis, l'administration fiscale, au-delà d'un ensemble d'efforts qui sont faits aujourd'hui par l'équipe managériale au niveau de la sanction de certaines pratiques, n'est-ce pas, l'administration et certains agents n'ont pas contribué à donner à l'administration fiscale, à l'impôt, une image très réluisante. On va toujours parler des phénomènes de corruption, des phénomènes de détournement, des phénomènes, n'est-ce pas, également de pression où le contribuable, n'est-ce pas, se sent parfois harcelé, se retrouve parfois en train de payer un impôt qui n'est pas juste, un ensemble d'éléments comme ça qui amènent, n'est-ce pas, les contribuables, les usagers à chercher les différents circuits de l'informel pour échapper à l'impôt. Et forcément, cela a un impact. Cela a un impact dans la mesure où la petite quantité, le petit nombre d'entreprises qui se situent, n'est-ce pas, sur le champ du formel, seront donc obligés de supporter la charge globale de l'ensemble. Et en ce moment, la pression fiscale va donc apparaître. Dans le cadre de vos activités professionnelles, si l'on pose la question, y a-t-il un avantage à être fiscalement enregistré? Y a-t-il un avantage à payer l'impôt? Bien sûr, déjà en tant que citoyen, moi je dis il est important de payer ses impôts. Il est important de payer ses impôts parce que par cet impôt, on contribue déjà au fonctionnement de l'État. En d'autres termes, on se sent citoyen d'un État. On se sent citoyen d'un État parce qu'en contrepartie, on reçoit un certain nombre de services de l'État. Et sans ces impôts-là, on ne serait pas à mesure de recevoir ces différents services de l'État. On a des hôpitaux qui fonctionnent avec l'impôt, des Camerounais en termes de redistribution. Nous avons les écoles, nous avons les routes. On peut avoir un certain nombre de récriminations à faire sur la manière, mais voilà déjà comme ça de prime abord, et oui, de prime abord, un ensemble d'infrastructures qui sont mises en place par les impôts que nous sommes appelés à payer. Donc, de ce point de vue, je pense que, il serait important pour tout citoyen de payer ses impôts pour contribuer à la marge de l'État, mais beaucoup plus également pour les entreprises et les entrepreneurs qui, n'est-ce pas, doivent à chaque fois prélever sur les bénéfices qu'ils se font pour payer leurs impôts. Et chaque fois qu'ils n'ont pas payé leurs impôts, voyez-vous, ils se retrouveront toujours en marge des règles fiscales, donc susceptibles d'être sanctionnés à un moment donné. Parce que chaque fois qu'on a contourné un impôt, on peut croire qu'on a gagné, mais au détour d'un carrefour, on se fera toujours piéger. Alors, dans ce contexte, dans le contexte actuel de crise sanitaire marquée par la pandémie de la Covid-19, et dans lequel les recettes fiscales se raréfient, que peuvent faire les collectivités publiques, l'ensemble État et les collectivités territoriales décentralisées, pour capter
des ressources, d'autres ressources budgétaires, ou alors maximiser sur les ressources fiscales présentes pour atteindre leurs objectifs? Oui, bien, ça c'est une question très intéressante parce que depuis la survenue de la Covid l'année dernière, la plupart des États ont dû, n'est-ce pas, procéder à certains réaménagements de leur budget et généralement à la baisse, étant donné que les prévisions qu'ils avaient faites en début d'année ne pouvaient plus tenir. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Nous l'avons indiqué tout à l'heure au niveau des différentes fonctions et je l'ai dit avec emphase. On a tendance généralement à mettre en avant la fonction financière, la fonction budgétaire, celle à partir de laquelle l'État recouvre les recettes et redistribue dans le cadre, n'est-ce pas, des programmes et projets de développement. Mais à côté, n'est-ce pas, de l'argent qui peut atterrir dans la caisse de l'État et redistribuer dans le cadre des différents projets et programmes, l'État peut actionner d'autres types de leviers. L'État peut actionner d'autres types de leviers. En l'occurrence, on va... l'État, dans certains pays, vous allez observer, on peut diminuer certains impôts, mais pour faciliter certains services sociaux de base que le citoyen ne va pas payer. Parce qu'en cas de figure banale, si vous devez payer, par exemple, vos impôts, et que l'État utilise ces impôts pour financer un certain nombre de budgets comme les écoles, et qu'on vous dise qu'on ne va plus vous faire supporter certains impôts, mais que vos enfants pourraient aller à l'école sans être payés, sans plus débourser les frais, je crois qu'il y aurait une sorte de compensation quelque part, un jeu d'équilibre. Donc, déjà, il y a ce type d'équilibre qui peut se faire dans le cadre d'un État, mais il est également important d'indiquer que la crise du Covid a mis en place une nouvelle forme d'économie qui, elle également, est susceptible, n'est-ce pas, de générer des ressources. Parce que vous allez observer, n'est-ce pas, avec la crise du Covid, la montée en puissance de l'économie numérique qui, jusqu'à une période relativement récente, ne faisait pas les chiffres qu'on observe aujourd'hui. Parce que dans les différents secteurs de notre vie économique et administrative et sociale aujourd'hui, on observe la montée en puissance de l'économie du numérique. Oui. Et cette économie a un pendant, les ressources. Donc, si les ressources classiques par lesquelles on a toujours eu à courir derrière les contribuables personnes physiques pour aller capter la recette, sont mises en difficulté et en mal aujourd'hui en raison des restrictions dans le cadre des mouvements des biens et des personnes. Nous croyons que l'économie du numérique est venue rééquilibrer un certain nombre de choses, où on n'est plus obligé, n'est-ce pas, de se déplacer physiquement et puis, ou bien de se rencontrer, mais l'activité économique suit son cours. Il est donc important pour nos États aujourd'hui de mettre en place des politiques fiscales et des règles fiscales qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de mieux capter les recettes issues de l'économie numérique. Parce que jusqu'ici, des règles sont en place, même, je crois qu'au regard de la complexité et de la diversité même de l'activité de l'économie du numérique, il serait important, n'est-ce pas, pour l'État et les techniciens de ce domaine, n'est-ce pas, de mieux structurer le cadre juridique et fiscal afin de mieux capter ces recettes qui sont très importantes aujourd'hui. Du coup, en matière de recherche, on peut envisager comme nouveau champ la fiscalité d'urgence face aux révisions budgétaires et fiscales qui ont été faites par les États. Oui, bien évidemment, une fiscalité d'urgence. Et selon vous, quels autres axes de recherche peut-on envisager dans le cadre de la fiscalité? Bon, je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des champs porteurs aujourd'hui sur le domaine de la fiscalité. À côté, n'est-ce pas, de l'économie du numérique, de la fiscalité du numérique, comme je l'ai indiqué, il y a également la fiscalité environnementale. Parce que, voyez-vous, il y a également comme ça un champ important qui doit se développer autour de l'économie de l'environnement. On a un concept très usité aujourd'hui, il m'échappe un peu, économie durable, quelque chose de ce genre. Oui. Parce que vous allez observer, il est important parce que nous n'allons pas créer le monde, il est toujours important d'aller voir comment ça se passe ailleurs, ce qui a réussi ailleurs, comment ça peut se faire chez nous et comment on peut tropicaliser ça à notre niveau. Et même innover. Et même innover, bien sûr. Vous allez donc observer que pour protéger notre environnement, pour protéger la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui,
on parle aujourd'hui de la protection de la couche d'ozone avec des véhicules d'un certain nombre d'années qui ne doivent plus rouler. Et il y a les phénomènes de pollution qui, sous d'autres cieux, font l'objet d'une fiscalisation et qui font en sorte que les entreprises, parce que ce sont les entreprises qui, n'est-ce pas, sont sur le domaine de la pollution et de la destruction de la couche d'ozone qui, à la longue, nous sera préjudiciable aux générations à venir. Vous allez donc observer que les entreprises, par exemple, qui font dans la pollution de la nature, peuvent, n'est-ce pas, avoir à supporter un certain nombre d'impôts qui, aujourd'hui, dans l'environnement juridique fiscal, on ne perçoit pas encore, n'est-ce pas, l'importance de ce type de taxation. Donc, les champs, de mon point de vue aujourd'hui, qui sont portés, il y a l'économie, la fiscalité de l'environnement et la fiscalité écologique, la fiscalité du numérique, mais également la fiscalité communautaire, comme je l'ai indiqué. Parce que le phénomène État-frontière est un phénomène dépassé aujourd'hui. Nous allons dans la mondialisation et la globalisation. Il est important aujourd'hui de penser la fiscalité au-delà de l'État. Donc voilà, de mon point de vue, un ensemble de champs qui sont porteurs aujourd'hui et vers lesquels les apprenants et les États devraient s'intéresser pour, n'est-ce pas, voir les choses aller et évoluer dans le bon sens. Alors merci Monsieur Lipop. Et dans le cadre pour la poursuite des recherches, pourriez-vous indiquer à nos téléspectateurs quels sont les auteurs, alors quels ouvrages ils pourraient consulter à cet effet? Bien, je pourrais comme ça, déjà au niveau du Cameroun, on a un ouvrage qui reste d'actualité du professeur Pierre Alaka, L'impôt au Cameroun, contribution à l'étude d'un dysfonctionnement administratif. C'est un ouvrage qui reste toujours d'actualité lorsqu'on veut comprendre le phénomène fiscal. L'ouvrage, n'est-ce pas, du directeur général des impôts du Congo, Réforme et management de l'impôt, Réforme et management de l'impôt, je crois bien c'est le titre. C'est également un ouvrage très édifiant sur le plan des réformes qui doivent se faire au niveau, n'est-ce pas, du champ de la fiscalité, des réformes qui doivent se faire et la manière de manager même l'impôt dans une perspective de développement. C'est un ouvrage également très édifiant. Et puis bien sûr, il y a beaucoup d'autres ouvrages que je ne pourrais pas tout avoir dans mon à titre indicatif. Alors, dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons consulté cet ouvrage de Hamid Fall, La fiscalité dans tous ses états. Oui, bien sûr, un ouvrage très intéressant que j'ai dans ma bibliothèque. Il est très intéressant. Également celui du Sénégalais. Pierre Belébéni, Les transformations de la fiscalité locale au Cameroun. Lui également. Un ouvrage également important, puisque nous sommes aujourd'hui sur le terrain de la décentralisation. La fiscalité locale est en train de prendre de l'ampleur avec les lois de 2019. Donc, un ouvrage également très intéressant. Cet autre ouvrage publié chez l'Harmattan Congo, La fiscalité et le développement, analyse critique et perspectiviste. De Moulambo Prosper. Celui-ci également de Karim Sid Ahmed, Droits fondamentaux du contribuable et procédure fiscale. Une étude comparative, c'est le premier tome en fait. Ok. Voilà. Votre ouvrage. Merci. Verron droit fiscal et développement de l'Afrique. Oui. Analyse sous le prisme de la fiscalité camerounaise à partir de l'espace OADA. Ouvrage disponible chez l'Harmattan et dans tous les lieux de vente publique. En espérant vous revoir très bientôt sur une autre thématique, une thématique connexe, soit en droit des sociétés ou alors dans le champ de la fiscalité. Nous vous disons merci d'avoir honoré à l'invitation de Wafrika TV. C'est moi qui me sens honoré. Mesdames, Messieurs, à très bientôt sur Wafrika TV. Merci.